Culture Soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast dédié au soccer nord-américain pour le site dédié au soccer nord-américain. Adi Raphaël, un de vos rédacteurs en chef, et je suis rejoint par le co-rédacteur en chef de Culture Soccer, Anthony de Varenne. Anthony, mon ami, ça fait je pense 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas fait un podcast ensemble. Je suis très content de te retrouver pour cette semaine. Je suis très content aussi, je m'avais ennuyé de toi, Adi. Ouais, c'est vrai, ça faisait longtemps là. Moi, je sais pas là, je trouve qu'il manquait quelque chose là, puis ça fait du bien qu'on est capable de se retrouver pour parler un peu tranquillement de tout ce qui se passe en MLS. Bon, c'est sûr, on n'a pas oublié les autres ligues, mais là on se concentre sur la MLS parce qu'il y a beaucoup de matchs qui sont en train de s'enchaîner. Est-ce que tu penses que ce genre de saison, Anthony, avec des matchs très rapprochés, est-ce que tu penses qu'il va y avoir de plus en plus de surprises, ou bien c'est vraiment les équipes avec le plus de profondeur de banc qui vont vraiment se hisser dans les premières places? Ouais, ben c'est comme tu dis, ça va très rapidement. On cligne des yeux, il y a déjà 3 matchs de jouer, mais non, c'est sûr que on va vraiment voir la profondeur de banc de chaque club. Comme par exemple aujourd'hui, Nashville jouait contre Houston. On enregistre le samedi 26 septembre et j'ai eu la chance de voir 4 joueurs de USL. Donc c'était très plaisant, non? Mais ça, pour revenir aux équipes, on va vraiment voir ceux qui ont du talent sur le banc parce que tu as bien beau avoir 11 joueurs, mais c'est impossible pour ceux-ci là, de jouer à chaque 3-4 jours. Donc non, c'est très intéressant et on voit un peu une autre sphère de la MLS, les joueurs de profondeur que peut-être qu'on a un peu moins la chance de voir durant les saisons normales. Donc, c'est très intéressant et ça nous permet de découvrir encore plus de joueurs. Donc, moi, je suis comblé. Ouais, moi aussi, je suis très content. Et en plus, tu sais, souvent en MLS, on a comme l'impression qu'il y a des joueurs qui restent 2, 3, 4 ans sur le banc, qui jouent des petits bouts de match à droite et à gauche, ils finissent la saison avec 5-6 matchs, puis on sent qu'ils ont jamais la chance de jouer pour s'améliorer. Et puis là, au moins, dans ce genre de saison-là, même si c'est difficile sur les organismes, et c'est sûr que vu que c'est pas toujours les meilleurs joueurs qui sont sur le terrain, peut-être que ça influe un peu sur le jeu et sur le niveau du jeu, mais par contre, ces joueurs-là, vu qu'ils sont en train de jouer plus de minutes, ils commencent à s'améliorer, ils commencent à prendre de l'expérience, ils commencent à trouver certains repères qu'ils n'avaient pas et prendre confiance, ou bien il y en a d'autres qui sont en train de prouver que même si sur papier c'était supposé être des pépites, bah finalement c'est des grosses déceptions, et il y en a aussi. On parle un peu de ces joueurs-là de banc, mais c'est un peu aussi la même chose pour les joueurs confirmés. T'as des joueurs confirmés qui sont en train d'exploser tous les compteurs, et t'en as d'autres qui sont en train vraiment de décevoir, qui étaient supposés faire la une, puis finalement ils déçoivent. Donc bref, c'est très très intéressant. Je sais que la semaine passée, Anthony, on avait parlé avec Mathieu, on avait parlé des déceptions et des transferts qui se sont passés. Il y a eu de nouveaux transferts aussi en MLS. On va pas revenir là-dessus, on laissera ça pour un autre épisode, surtout que la fin de la période des transferts sera dans le 5 octobre, si je me trompe pas. Donc assez vite. Donc c'est sûr qu'on va voir encore d'autres mouvements, donc on fera ça un peu plus tard. Mais aujourd'hui, on est à peu près à la mi-saison de cette saison écourtée de MLS 2020. La mi-saison parce que si on regarde, on est comme on l'a dit le samedi, le 26 septembre, du côté de l'Est, toutes les équipes du côté de l'Est ont joué 13 matchs, donc les 14 équipes, et du côté de l'Ouest, la plupart des équipes ont joué 13 matchs. On a juste le Galaxy de Los Angeles et FC Dallas et Seattle Sounders qui ont joué 12 matchs, alors que Houston a joué 14 matchs. Donc bref, en gros, on est au milieu de la saison, vu que la saison va se dérouler avec 26 matchs pour chacune des équipes. Une saison très, très particulière, Anthony, c'est assez difficile parce que il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de supporters qui disent bah oui, ça dépend quel est ton calendrier. Il n'y a aucun calendrier qui est juste pour aucune équipe. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, vraiment. Comme là, dans les derniers jours, c'était intéressant de voir les clubs là, sortir de leur région. Comme si je prends l'exemple de Nashville, ils ont beaucoup affronté Orlando, Atlanta, l'Inter Miami. Si on prend Montréal, c'était juste les clubs canadiens. Donc,
on voit les clubs sortir de leur région, faire face à d'autres adversités, puis ça rend les choses vraiment intéressantes. Et on en parlait un peu plus tôt avec les joueurs de profondeur, là, mais on le sait, la MLS c'est une ligue avec beaucoup de surprises. Mais là, avec la rotation de banc et tout, ça crée encore plus de surprises. Et non, c'est une des saisons les plus excitantes, là, malgré ce qui se passe là, actuellement. C'est très intense. C'est vraiment très intense, comme tu le dis, c'est intense, ça va vite, il y a des buts, il y a de super belles choses à voir et c'est drôle parce que je regardais un peu sur les médias sociaux, puis je regardais du côté de la France et puis j'ai vu tellement de personnes qui étaient en train de faire des tweets à droite et à gauche en disant mais comment ça se fait que personne n'a les droits en France parce que il y a tellement de buts puis c'est beau à voir parce que finalement tu sais t'as envie de regarder ton match de foot, tu te mets devant ta télé ou ton match de soccer, tu te mets devant ta télé puis bon c'est bien de temps en temps de voir des 1-0, des 2-0, des 1-1 mais à la fin quand t'es neutre t'as envie de voir des buts, t'as envie de voir du beau jeu puis quand tu regardes juste sur la MLS dans les 3 derniers jours, là on est le 26 septembre comme tu l'as dit un peu plus tôt, ben regarde, le 23, tu as eu LAFC Vancouver 6-0 pour LAFC. Le 23 aussi, tu as Colorado San Jose 5-0 pour Colorado. Tu as eu Miami Red Bulls 4-1 pour les Red Bulls. Tu as eu Chicago Houston, tu as eu 4-0 pour Chicago. Tu sais, tu as des gros scores. Puis, c'est ce que le monde aime voir. Le monde aime voir des buts. Et j'en ai juste nommé quelques-uns. Hein. Il y en a des 6-1, des 4-1, il y a plein de matchs avec un haut pointage. Et c'est ce que le monde veut voir. Le monde veut voir des buts, n'est-ce pas? Oui, exact. Et c'est ça. On voit pratiquement des équipes parfois, ils vont jamais l'avouer, là, mais sacrifier des matchs en faisant reposer leur meilleur élément. Et des fois, là, ça part en catastrophe. Ou des fois, c'est tout simplement que l'autre équipe est vraiment supérieure. Mais non, il y a vraiment des gros différentiels. Et non, j'ai Nashville qui a une des pires attaques, a déjà marqué 4 buts donc dans un match. Donc, c'est n'importe quoi cette saison. Ouais, oui, exactement. Toi et ton Nashville, sérieux. Mais bon, en tout cas, Nashville, c'est très drôle parce que pour ceux pour qui c'est la première fois qu'ils écoutent ce podcast-là de Culture Soccer, on sait très bien que oui, on parle de la MLS de manière extrêmement objective sur ce podcast. C'est sûr. Par contre, c'est sûr, on a nos petits préférés. Donc, pour Anthony, c'est Nashville. Pour moi, c'est l'Impact de Montréal. Mais n'empêche, on va pouvoir vous donner toujours l'heure juste avec des analyses très objectives sur toute la MLS au complet, vu qu'on suit toute la ligue, et lui et moi, et bien d'autres invités qui viennent ici nous rejoindre sur ce podcast-là. Exactement. On est objectif, mais des fois, on se permet d'un peu plus rigoler sur nos équipes respectives. Voilà, ou se moquer l'un de l'autre, Ouais. ou se féliciter, ou s'insulter. Non, je blague. Mais bon, on essaie le plus possible de garder ça le plus cool possible. Donc voilà, bah écoute, aujourd'hui, on a fait un programme un bilan de mi-saison, parce que je pense que c'est important. En MLS, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Comme tu l'as dit, on a eu le début de la MLS. Après, il y a eu la grosse pandémie qui a fait que ça s'est arrêté. On a eu le tournoi MLS is Back où il y a eu 3 matchs du tournoi qui comptent pour la saison régulière. Et puis là, depuis peu, on a le retour de la saison régulière. On sait que ça va être une saison écourtée. Par contre, on a envie de faire le bilan de ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Donc, comment on va faire notre bilan? Ben, c'est simple. On va faire un 11 de la mi-saison. Donc, ça a été très difficile pour moi et pour Anthony de choisir un 11. On n'a pas un 11 commun. Chacun a fait son 11 de son côté. Par contre, on aurait pu nommer, je pense, chacun 50 joueurs, tellement on a vu de matchs et tellement on a vu de joueurs performer. Mais après coup, on va donner des petits trophées, si vous voulez, pour certains joueurs, coachs et ainsi de suite. Donc, on fera ça aujourd'hui pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, commençons par le 11 de la mi-saison. Je sais que toi, tu m'avais dit que ton 11 sera placé en 4-3-3. Moi, le mien, il sera en 4-2-3-1. Donc, je vais te laisser commencer par le gardien. Pour toi, qui est le gardien de la mi-saison jusqu'à maintenant? Ouais, ben pour moi, c'est Eloy Room. C'est le gardien qui a eu le plus de clean sheet.
avec un total de 7 en 10 matchs. Donc, c'est tout simplement exceptionnel. Un taux d'arrêt de 80%. Et il joue pour la meilleure équipe de la Ligue jusqu'à présent. Donc, vraiment, c'est un sans faute pour Eloy Room. Et en plus, c'est un gardien là, qui revenait de blessure. C'est pour ça là, qu'on a vu Joe Bendick, si je ne me trompe pas, durant le MLS is Back. C'était assez triste à voir. Mais non, les supporters de Columbus doivent être contents de voir Room revenir. Et ça de brillante façon, l'international du Curaçao. Exactement, et on l'avait couvert lors de la Gold Cup 2019. Ici, on avait fait des podcasts journaliers ici sur Culture Soccer et on avait été impressionné par ce gardien-là qui jouait au PSV Eindhoven. Il était gardien remplaçant au PSV Eindhoven. Il a tellement brillé avec le Curaçao quand on l'a vu directement après, je pense quelques mois après la fin de la Gold Cup, il a signé à Columbus. La première année, ça a été difficile. Je pense qu'il a été blessé. Puis là, on voit quel genre de joueur ils viennent de recruter, le crew de Columbus. Tout un joueur, c'est Eloy Room. Très sérieusement, très bon choix pour toi, Anthony. Moi, de mon côté, je suis allé un peu différent, en fait, et j'ai choisi Andre Blake. Andre Blake, pour moi, c'est le gardien de l'Union de Philadelphie, pour ceux qui le savent pas. Andre Blake, ce que j'aime chez lui, oui, il est capable, malheureusement, de quelques erreurs, mais il a un très bon pourcentage d'arrêt, 78,8% d'arrêt. Il a été titulaire lors des 13 matchs de son équipe, mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est capable de briller à n'importe quel moment. C'est le genre de joueur que tu vas voir dans un match qui importe. C'est le genre de joueur qui va se lever et qui va répondre présent. Et moi, c'est ça que j'aime voir chez un gardien. Et Andre Blake, avec les 13 matchs arrivés là, c'est aussi le meilleur gardien de l'année, je pense, 2017, si je me rappelle bien, pour Andre Blake de la MLS. Donc, il retrouve un peu ses bonnes vieilles habitudes. On aurait très bien pu nommer aussi Sean Johnson, qui fait quand même une très bonne saison aussi, avec un très bon pourcentage d'arrêt. Sauf que son équipe est tellement pas belle à voir que c'est un peu plus compliqué. Donc Andre Blake, le Jamaïcain, pour mon côté. Toi, tu as choisi le gardien du Curaçao, Eloy Room. C'est quand même deux gros gardiens qu'on choisit et vraiment pas de surprise là, il faut dire. Est-ce que tu as quelque chose, tu as un autre gardien que tu aimerais mentionner en tant que mention, même si c'est pas le meilleur gardien pour toi? C'est sûr que le gardien de Orlando, Gales, il fait quand même bien. Mais non, Stephen Fry également. Donc, il y en a plusieurs. Pour vrai, la MLS, à une époque, c'était une ligue on se moquait des gardiens de but pour leur niveau. Mais de plus en plus, on commence à avoir du haut niveau. Et ça, des deux côtés des conférences. Il y a encore, il y a encore quelques erreurs une fois de temps en temps. Mais en général, le niveau des gardiens devient de plus en plus là, élevé en MLS. Là. Effectivement, ils deviennent de plus en plus élevés et tu as complètement raison. Et par contre, donc, on vous a nommé à peu près 4-5 gardiens, mais moi j'ai choisi Andre Blake et mon ami Anthony a choisi Eloy Room. On passe à la défense. Donc ton défenseur droit, c'est assez difficile de choisir les latéraux MLS, il faut l'avouer. Mais qui t'a choisi à droite de la défense? Ouais, moi j'ai choisi Juan, le latéral droit du Orlando City SC. Pour ceux là, qui écoutent le podcast depuis assez longtemps, là, vous savez que Orlando c'est un peu ma seconde équipe en MLS pour leur héritage en USL. Mais non, pour revenir à Juan, je trouve qu'il intègre super bien le système de Oscar Pereira, communique super bien avec ses coéquipiers, avec Chris Muller. Il est capable de se porter à l'attaque, mais reste très solide en défense. Et je pense qu'il est une des principales raisons pourquoi là, Orlando, cette année, là, sont si haut dans le classement. Donc, vraiment, je voulais un peu mettre en lumière Juan qui, en 2019, a peut-être été mitigé comme l'ensemble de l'équipe, mais non, retour en force pour lui là, pour sa seconde année en MLS. Ouais, effectivement, et c'est un très bon joueur. Par contre, je sais que il y a plusieurs supporters de l'Impact de Montréal qui sont en train de grincer des dents parce que Juan, c'est celui qui a blessé Nacho Piatti à un moment donné quand il faisait partie encore de l'Impact de Montréal et assez lourdement. Il a un peu coûté une saison complète à Nacho Piatti. Donc,
ils vont pas trop t'aimer le fait que tu mentionnes Juan. Moi de mon côté, j'ai été en fait impressionné par un joueur et c'est Kyle Duncan du côté des Red Bulls de New York. On sait que les Red Bulls de New York, ça va pas très bien, on l'a déjà dit, même s'ils ont remporté leur dernier match et même si tu les vois au classement, ils sont quand même septième, mais on a l'habitude de voir les Red Bulls beaucoup plus dominants que ça. Là, on voit que ça va un peu moins bien. Par contre, Kyle Duncan est venu en remplacement de Murillo qui est parti en Europe. Kyle Duncan est en train de se montrer. 13 matchs titulaire sur 11 des 13 matchs. Il a déjà 2 passes décisives en tant que latéral droit et j'aime beaucoup ce qu'il est capable d'amener autant défensivement qu'offensivement. Donc pour moi, Kyle Duncan sur le côté droit. Sur le côté gauche, qui t'a choisi toi, Anthony? J'ai choisi, je crois, un de tes joueurs favoris. Milton Valenzuela parce que vraiment le latéral gauche là, du Crew a pas joué tous les matchs cette saison, mais je trouve pour quelqu'un là qui s'est blessé au genou de revenir aussi fort après pratiquement une année d'absence. Oui, une année d'absence avec le retard qu'il y a eu à cause de la COVID-19. Je trouve qu'il est revenu en force. Il a peu perdu du poids de la bête, comme qu'on dit au Québec. Et non, vraiment, je trouve que c'est un des bons éléments du coup cette année. Et a déjà desservi 2 passes décisives. Donc, pour un latéral, c'est très bien. Et j'aime toujours ses centres. Même si est petit gabarit, là, il en prend large. Un excellent joueur, effectivement. Un jeune joueur aussi, pour ceux qui pensent que la MLS, c'est une ligue de retraités. C'est vraiment un très jeune joueur, international espoir argentin. Donc, il a juste 22 ans. Dommage qu'il a raté cette saison l'année passée. Mais oui, un très, très, très bon joueur. Je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, de mon côté, j'ai choisi un joueur, j'ai un peu triché, il faut le dire. Et j'ai choisi Jovin Jones. Jovin Jones, on le sait qu'à Seattle, il a joué à peu près toutes les positions sur les ailes, que ce soit en tant qu'ailier gauche, ailier droit, mais il est aussi capable de jouer en tant que latéral gauche. C'est un joueur que j'aime beaucoup du côté des Sounders de Seattle. Un joueur qui est complet, qui est autant capable de donner des passes décisives, de marquer des buts que de défendre. Il a juste joué 8 matchs en tant que titulaire cette année, 10 matchs en tout, mais 3 passes décisives déjà. Un joueur qui est très complet et que je trouve que malgré son âge, je pense qu'il a maintenant 29 ans, le Trinidadien est quand même une pièce extrêmement importante du système de notre ami Brian Schmetzer. 2 buts, 3 passes décisives déjà. Donc pour moi, Jovin Jones prend la place au poste de latéral gauche. Après les latéraux, on va parler de la charnière centrale. Donc pour moi, de mon côté, j'ai choisi 2 défenseurs centraux. En premier, Mackenzie du côté de l'Union de Philadelphie, que je trouve est un rock. Il est tout jeune, Mackenzie, mais il est quand même capable d'être très, très bon en charnière centrale. Et à côté de lui, pour moi, c'est le meilleur défenseur de la saison jusqu'à maintenant en général. Et c'est Jonathan Mensah du côté du Crew de Columbus. Le Ghanéen est en train de prouver que c'est lui le général de cette défense-là. Le Columbus est premier de la ligue maintenant et je pense que Jonathan Mensah n'est pas du tout, mais alors pas du tout étranger à ce genre de fiche-là. Pour toi, quelle était la charnière centrale, mon ami Anthony? Ouais, j'ai la moitié de ma charnière est semblable à toi. Le premier, Mark McKenzie, avec l'Union de Philadelphie, est aussi incroyable que leur saison. Comme tu l'as dit, à 21 ans, là, c'est incroyable qu'est-ce qu'il fait. Pour moi, c'est déjà un des meilleurs défenseurs en MLS. Et quand on voit que Aronson va partir bientôt, on se dit que McKenzie, ça va être un des prochains. C'est sûr qu'il va y avoir un club européen là, qui va venir le chercher sous peu parce que c'est incroyable qu'est-ce qu'il fait à un si jeune âge. Il a tellement l'air mature sur le terrain. Il joue pratiquement tous les matchs de l'Union. C'est rendu vraiment là un joueur clé de l'organisation. Sinon, celui qui le seconde, je trouvais qu'il complétait assez bien. C'est Walker Zimmerman, le défenseur central. Quelle surprise! Le défenseur central de Nashville. Et Nashville, c'est pas pour rien, c'est la 5e défense dans l'Est. Et c'est grâce à Zimmerman qui rend un colosse sur le terrain. À 1m91, c'est pour ça que je dis qu'il complétait bien McKenzie, qui est un peu plus petit, 1m83. Donc, vraiment, il serait très complémentaire et Walker Zimmerman apporte vraiment
beaucoup de, je pourrais dire, de tranquillité et d'assurance dans cette équipe d'expansion, parce qu'on le sait que lorsqu'on est une équipe d'expansion, c'est souvent la défense qui est le plus difficile. Et je trouve que Nashville là, a très bien organisé sa défense. Et Walker Zimmerman est celui qui intègre cette façon de penser-là. Je pense pas que quand on pense à la défense de Nashville, pour être honnête, je pense pas qu'on pense à Dave Romney, mais on pense surtout à Walker Zimmerman et une raison, c'est parce que c'est l'international américain est tout simplement là rassurant sur le terrain. Il est pratiquement parfait, mais tu as raison, Jonathan Mensah aurait pu très bien pu faire partie de ma charnière également. Là, je pense que c'est trois des meilleurs défenseurs en MLS, là. Ben, je suis quand même assez d'accord avec toi. Très sincèrement, j'ai hésité beaucoup entre Mackenzie et Zimmerman à côté de Jonathan Mensah. Finalement, j'ai choisi Mackenzie parce que je l'ai vu plus souvent jouer cette année à Mackenzie que Zimmerman. Par contre, Zimmerman, pour moi, depuis qu'il a quitté LAFC pour rejoindre Nashville, on voit qu'il y a un gros manque dans la défense de LAFC et c'est pour ça que LAFC est en train d'enchaîner les contre-performances, d'avoir des contre-performances alors que l'année passée, ils avaient vraiment dominé la ligue. Donc bref, complètement d'accord avec ton choix, Walker Zimmerman. J'ai blagué sur le fait c'est un joueur de Nashville, mais c'est complètement mérité de le voir dans ton 11. Je comprends très bien ça. Passons maintenant au côté du milieu de terrain. Le milieu de terrain, moi je suis allé en 4-2-3-1, toi tu es allé en 4-3-3, donc je vais te laisser te nommer ton milieu défensif en premier, parce que dans ton 4-3-3, je suppose que tu as un joueur à vocation défensive. Moi j'en ai un à défensif et un peu plus relayeur, donc je te laisse commencer par ton joueur défensif au milieu. Oui, donc c'est ça. Moi, pour mon joueur défensif, c'est quand même un peu offensif, mais je suis allé avec Jan Gregush, le milieu du Minnesota United, car je trouve que c'est un joueur très physique, donc je trouvais qu'il pourrait très bien faire en tant que milieu défensif, et ses passes sont totalement superbes. Pour un milieu de terrain comme lui, là, faire 6 passes décisives cette saison, c'est assez fou. C'est sûr qu'Alonso qui prend un peu plus le rôle de milieu défensif à Minnesota, mais chez Gregush dans le passé a déjà joué à cette position, donc c'est pour ça que je le nomme à cette position. Et non, je trouve que c'est littéralement une bombe là, dans le milieu du Minnesota. Il se complète très bien avec ses coéquipiers et avec un pourcentage de 89% pour les passes réussites. Là, c'est totalement là, merveilleux. Vraiment, c'est un des meilleurs milieux de terrain en MLS selon moi. Oui, c'est un très très bon choix, effectivement, Gregush, qui est un peu une surprise, hein. Personne l'attendait là quand il a rejoint Minnesota, il y a 2 ans maintenant. Et bon, maintenant, il s'est établi comme un très bon milieu de terrain du côté de la MLS. Moi, de mon côté, je suis allé en premier avec une valeur sûre, une valeur très très sûre, et je pense que très peu de personnes vont être étonnées de le voir là, et Diego Chara. Diego Chara, pour moi, c'est le milieu défensif par excellence de la MLS. Oui, il est plus très jeune, il a maintenant 32 ou 33 ans. C'est un très très bon joueur qui est capable de casser les lignes, qui est capable de casser les lignes et aussi capable de relancer l'attaque assez facilement. Ça va pas être quelqu'un qui va venir te marquer des buts, mais ça va être quelqu'un qui est tellement important pour un collectif que pour moi, je le vois très mal. Je me voyais très mal l'ignorer dans mon 11 de départ. Et il est toujours aussi bon, hein, parce que Portland est quand même en train d'avoir une bonne saison jusqu'à maintenant. Et moi, je trouve que Diego Chara est une des pièces majeures de mon 11 et de la MLS en tant que tel. Et à côté de lui, j'ai choisi le nouveau venu du côté des Sounders de Seattle. Vraiment un joueur que je connaissais pas du tout et que j'ai appris à connaître et que je trouve vraiment bon, c'est João Paulo. João Paulo, le Brésilien, est en train de faire beaucoup de bien au milieu de Seattle. Ça a pris un peu de temps pour qu'il trouve ses marques, mais maintenant on sent que c'est assez fluide. Il commence à se démarquer. Il commence à s'apprivoiser au système de jeu de Brian Schmetzer. Et c'est un joueur que j'ai vraiment apprécié voir jouer dernièrement du côté de Seattle. 8 départs en 9 matchs.
joué. Un but, 3 passes décisives. Il faut faire attention. Il joue quand même à côté de Roldan en tant que milieu défensif. Donc, quand même, avoir des passes, 3 passes décisives, c'est quand même pas mal en 9 matchs. Et pour moi, c'est un joueur qui commence à prendre ses marques, à devenir assez importante dans le système de Schmetzer. Pour toi, qui étaient tes 2 relayeurs, Anthony? Ouais, pour moi, c'est très jeune et peut-être axé offensif, mais c'est Brandon Aronson, le milieu là, de Philadelphie, là, qu'on va partir en Europe prochainement. Je trouve que c'est tout simplement un des meilleurs espoirs américains depuis le début du MLS is Back. Il s'est vraiment révélé, je pense, aux supporters de MLS cette saison. Et il forme un excellent quatuor au milieu avec Martinez, Bedoya et Montero. Donc, vraiment, j'adore ce joueur. 3 buts, 3 passes décisives en 13 matchs là, pour un jeune joueur comme lui, c'est vraiment bien. Et mon deuxième, c'est Cole Bassett, le joueur là, formé au club des Rapids du Colorado. Pour ma part, là, c'est une véritable surprise cette année. On l'avait vu un peu la saison dernière, mais le fait qu'il confirme cette saison et qu'il devient en plus un élément clé dans le milieu des Rapids du Colorado, pour moi, c'est tout simplement incroyable. Je pense qu'il est vraiment un élément important pourquoi les Rapids sont 5e aujourd'hui. Et je pense que ça met la table là, pour les prochaines années avec les Rapids. Je trouve que dernièrement, on voyait pas trop de home ground avec les Rapids comparé aux Red Bulls, comparé à Philadelphie, mais ils ont comparé également au Real Salt Lake, mais ils ont vraiment une excellente académie. Et je pense que Bassett, c'est un des premiers là, d'une grande lignée. Parce que quand on regarde leur équipe affiliée, les Colorado Spring Switchbacks, on voit qu'il y a beaucoup de potentiel et qu'il y a du talent. Donc, attention, dans les prochaines années, là, on risque d'en parler un peu plus des joueurs du Colorado en tant que potentiel. Et je pense que Bassett intègre parfaitement tout ça avec 4 buts et 4 passes décisives en 9 matchs. Donc, c'est vraiment incroyable là, pour une deuxième saison en MLS. Exactement, et il est en train de prouver et d'être décisif maintenant avec Colorado, comme tu l'as dit, Cole Bassett. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un joueur auquel j'ai pensé aussi, mais je pouvais pas passer à côté dans mon cas de 3-1 de Brandon Aronson. Comme tu l'as dit un peu plus tôt, je pense que c'est un joueur qui va venir briller même en Europe. Pas de là devenir le prochain Alphonso Davies, pas autant que ça, mais quand même, c'est un joueur qui est tellement bon entre les lignes, un excellent numéro 10 qui est capable de bouger, de marquer, une super belle vision de jeu. Il a tout ce qu'il faut dans son jeu, à tout juste, si je me trompe pas, Aronson a 19 ans. Donc c'est quand même assez intéressant et c'est difficile pour moi d'ignorer ce joueur de l'Union de Philadelphie. Beaucoup de personnes parlent de lui à Salzbourg. Pour Brandon Aronson. On verra si c'est ça qui va se passer. En tout cas, si jamais il rentre dans la grande famille des équipes Red Bull, on peut dire que son avenir sera un peu tout tracé à Brandon Aronson. Donc, moi, c'est lui mon numéro 10. C'est le joueur que j'ai choisi en numéro 10. Donc, ça complète un peu mon milieu de terrain central. Donc, je recommence les 2-11 de départ. Donc, pour moi, André Blake dans les buts, à droite, Kyle Duncan. En défense centrale, Jonathan Mensah, Mark McKenzie et à gauche, Joevin Jones. Les 2 milieux de terrain, un défensif, Diego Chara, à côté d'un relayeur, João Paulo. Et mon numéro 10, Brandon Aronson. Du côté de Anthony, on a dans les buts Eloy Room. À droite, on a Juan de Orlando City. En défense centrale, Mackenzie Zimmerman. À gauche, Milton Valenzuela. Milieu défensif, Jan Gregush. Ces 2 milieux relayeurs, même si c'est quand même assez offensif, c'est de mettre Brandon Aronson et Cole Bassett. Donc voilà, passons aux attaquants, parce que je sais que beaucoup de personnes attendent ce moment-là. Qui sont tes 2 ailiers, donc ton ailier gauche et ton ailier droit, Anthony? Ouais, ben pour moi, je suis pas allé très original, on pourrait dire, mais à gauche, c'est Diego Rossi. 11 buts, 2 passes décisives en 13 matchs. C'est tout simplement le meilleur buteur en MLS cette saison.
Euh, pour ma part, je m'attendais un peu à ça. C'était un des, je pense qu'il a été nommé meilleur espoir du 22 Under 22 de la MLS la saison dernière. Là, un peu le prix des meilleurs espoirs. Ça change, le nombre change à chaque année. À un moment, c'était le 21 Under 21. Mais Il y a même eu le 24 under 24 à un moment donné. exact, Mais bon. exactement. En gros, ça récompense le meilleur espoir de la ligue et ça change d'âge à chaque année. Mais vraiment, avec l'absence de Vela, Rossi prend vraiment les choses en main au LAFC. Sans lui, là, je pense que le LAFC serait vraiment en bas de la 6e place, même si c'est pas incroyable pour ce club. Mais non, assez incroyable. Il a participé à 42% des buts. Et donc, vraiment, je me demande s'il va rester en MLS très longtemps parce que c'est le genre de joueur que les clubs en Europe vont peut-être vouloir aller chercher. Et mon allié droit, c'est Chris Muller. Je parlais de Rouen tantôt comme étant un élément clé de Orlando, mais Chris Muller, c'en est un et il devient de plus en plus important à chaque match. C'est sa 3e saison avec Orlando. Mais il fait encore mieux en 2020. 7 buts et 5 passes en 13 matchs. Donc, vous le savez, c'est un de mes joueurs préférés en MLS. Et cette saison, il me donne raison parce que c'est ça, c'est un joueur clé. Oscar Pereira lui a fait élever son jeu d'un cran et vraiment, il a dépassé son nombre de buts et de passes décisives qu'il avait eu en 2019 et ça avec 2 fois moins de matchs de jouer. Donc, c'est tout simplement incroyable et je voulais le mentionner là aujourd'hui. Parfait, parfait. Ben, moi, de mon côté, j'ai choisi, ben, j'ai un peu triché. J'ai mis Rossi comme toi à gauche. Parce que bon, que pour les raisons que toi tu as dit, je trouve que Rossi c'est maintenant le joueur à suivre en MLS. Pas juste jeune ou pas jeune, ou c'est vraiment le meilleur joueur en MLS présentement. C'est aussi simple que ça. Très très bon joueur uruguayen, vraiment qui, je pense, va pas trop tarder en MLS. Beaucoup de clubs le suivent et je pense que ça va très bientôt aller en Europe. Du côté de l'ailier droit, j'ai triché un peu et puis là j'ai choisi Alejandro Pozuelo, du Toronto FC parce que je trouve que Pozuelo, même quand il fait des mauvais matchs, ben il trouve un moyen d'influencer le jeu, il trouve un moyen d'être bon pour son équipe. Toronto, c'est quand même une équipe encore qui se bat pour les premières places en MLS. Et oui, ils sont présentement juste 4e de l'Est, mais sauf qu'avec 25 points, donc ils sont juste à 5 points de la meilleure équipe Columbus. Et je pense qu'une des raisons principales pourquoi le Toronto a encore une aussi bonne équipe, c'est grâce à Alejandro Pozuelo. Sa vista, sa vision de jeu, sa technique. C'est un joueur qui est capable de faire basculer un match en une fraction de seconde. Donc, Alejandro Pozuelo pour moi. On aurait pu nommer plein de joueurs comme Lucas Zelarayan, comme il y a beaucoup de joueurs qu'on aurait pu mettre à ces postes-là en attaque parce qu'il y a beaucoup de talent à MLS à ces postes-là. Par contre, on a dû faire des choix. Chacun a fait ses choix à lui. Et pour l'attaquant de pointe, ben moi j'ai choisi Jazzy Zardes. Je sais, si jamais vous nous écoutez depuis longtemps, notre ami Antoine Latran adorait ce joueur-là. C'est une blague. C'est pas un joueur qu'il aimait, mais Jazzy Zardes est vraiment en train de s'améliorer à n'en plus finir. Au fur et à mesure, il est en train de devenir un joueur de plus en plus complet. Commence à jouer dos au but maintenant. Il est de plus en plus intéressant. 9 buts en 13 matchs, dont 12 titulaires, 3 passes décisives aussi. C'est vraiment l'attaquant le plus complet maintenant à MLS en pointe. Et en plus, il est international américain. C'est un joueur qui, je pense, n'a jamais arrêté de s'améliorer. Est-ce que tu es d'accord avec mon choix, mon ami Anthony? Oui, exact. J'ai beaucoup hésité, mais pas à cause de son talent, mais à cause peut-être de ses frasques dans le passé. Mais moi aussi, j'ai choisi Zardez, qui est tout simplement le meilleur buteur de MLS. Le deuxième meilleur buteur, parce que si on prend que Rossi, c'est un allié gauche, mais en tant que poste pour poste, c'est vraiment le meilleur buteur de sa catégorie. Et vraiment, des fois, il te rate des trucs, tu comprends pas. Il va t'envoyer le ballon d'un autre pays. Mais quand il la cadre, c'est rare qu'il se rate. Et donc, vraiment, il a beaucoup progressé depuis son arrivée avec le Crew.
et il faut lui donner raison. 9 buts, 3 passes décisives en 13 matchs joués, c'est simplement exceptionnel. Et je pense que s'il continue ainsi, là, pour moi, les États-Unis ont trouvé leur buteur. Là. S'il n'y en a pas aucun qui progresse autant que lui. Mais non, vraiment, Zardes, excellente saison jusqu'à présent. Là, pour moi, sa meilleure jusqu'à présent. C'est ça, il était considéré comme un joueur très unidimensionnel et ce n'est plus le cas maintenant. Ce n'est plus le cas parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses et c'est grâce à quelqu'un comme Caleb Porter qui est l'entraîneur maintenant du Crew de Columbus qui lui a montré des choses et qui lui a appris des choses et juste avant lui, il y avait Greg Berhalter qui est maintenant le sélectionneur de l'équipe nationale, lui aussi lui a appris des choses. Et je pense que Zardes, dans ces 3-4 dernières années, à chaque année, il s'améliorait encore plus. Puis il continue à le faire. Il a pourtant 29 ans, comme quoi on peut toujours continuer à s'améliorer, même si on a dépassé les 22, 23 et 24 ans. C'est possible et Gyasi Zardes nous prouve ça. Donc voilà nos 11 jusqu'à maintenant pour cette mi-saison de la MLS. C'est quand même, je pense, de très bons joueurs. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'autres joueurs qu'on aurait pu mettre là. Là, on va commencer à donner un peu nos petits trophées. Je vais laisser Anthony commencer avec son trophée à lui, qui est la surprise de cette mi-saison-là. Pour toi, qui est le joueur qui te surprend cette année en 2020, malgré toute la pandémie? Oui, moi, mon joueur qui m'a surpris cette année, c'est Maxi Urruti. Non, pour vrai, plus sérieusement... T'es méchant, t'es méchant. Il est blessé, le pauvre. Non, plus sérieusement, c'est Michael Chang. C'est un joueur que je respecte beaucoup. La nouvelle recrue du Real Salt Lake qui vient directement de l'équipe réserve des Real Monarchs, qui est un élément important du titre de la saison dernière en USL Championship. C'est un joueur qui vient directement de Cuba, qui est arrivé en USL en 2013. C'est ça, en provenance de Cuba, qui a fait ses preuves avec Charleston. Par la suite, le Real Salt Lake lui a permis de se prouver avec l'équipe réserve, le Real Monarchs. Il l'a fait à la perfection. Et cette saison, il est arrivé en MLS. J'avais peur pour lui parce que c'était soit qu'il réussit ou c'est l'échec. Je pense que c'était pas mal sa seule chance d'arriver en MLS, lui qui a quand même qui a pratiquement 29 ans, je crois, si je me trompe pas. Donc vraiment, là, pour lui, c'était un peu là, sa chance. Et il le prend à merveille, sa chance, parce qu'en seulement 5 titularisations et 10 matchs joués au total, là, il a fait 1 but et 4 passes décisives. Donc pour moi, je dois le mettre dans mes surprises. J'espérais à le voir à ce niveau-ci et vraiment, je suis comblé. Vraiment, avec le parcours qu'il a fait. Ça me rappelle un peu Kevin Molino, qui avait débuté sa carrière en Trinité et Tobago, qui avait fait ses preuves avec Orlando en USL, qui est arrivé avec eux en MLS. Donc, c'est un peu le même genre de parcours, mais Molino est un peu plus jeune. Mais vraiment, à 28 ans, faire le saut en MLS, il faut le faire, et lui, il l'a fait à merveille. Donc, vraiment, chapeau à lui. Oui, c'est un très très bon choix. On aurait pu nommer plein d'autres joueurs, comme par exemple Bradley Wright Phillips, qui se retrouve une jeunesse du côté de LAFC, par exemple. Mais moi, de mon côté, j'ai choisi un autre vieux briscard. Un joueur qu'on pensait que était sur la pente descendante. C'était un joueur qui, oui, il méritait plus son titre de joueur désigné. Effectivement, il a signé une prolongation avec son club de cœur, les Timbers de Portland, en tant que joueur étranger seulement, donc plus d'étiquette de joueur désigné. Mais Diego Valeri est en train de revivre. Diego Valeri est en train de nous montrer pourquoi il a pendant très longtemps dominé la MLS. Il a même été le MVP de la MLS en 2017. C'est vraiment tout un joueur et cette année, il est encore aussi dominant. 12 matchs pour Diego Valeri, 10 titularisations, 6 buts, 5 passes décisives pour un joueur qu'on pensait fini. Et pour moi, quand je regarde un joueur comme ça, arriver à montrer combien il est encore au sommet de sa forme, à 34 ans, je ne peux que dire chapeau bas, Monsieur Valeri, l'artiste, c'est tout un joueur qui nous prouve encore une fois qu'il en a encore sous la semelle. Donc, mon choix pour cette surprise-là, c'est Diego Valeri. Du côté des déceptions, pour toi, qui était la déception
Anthony, du côté de la MLS? Ouais, ben pour moi, la déception, j'y ai pensé longuement. C'est ça, j'ai finalement décidé de prendre Pulido, Alan Pulido, le buteur du Sporting Kansas City. Euh, En ce moment, on n'est pas si fâché par sa prestation parce que le Sporting Kansas City se porte quand même bien, une troisième place. Eux qui étaient très loin dans le classement la saison dernière, mais pour moi, un joueur comme lui, seulement faire 3 buts, c'est trop peu. Vraiment, il a été recruté pour plusieurs millions de dollars. Et non, le voir faire ainsi, c'est un peu ma déception, mais j'ai encore de l'espoir. C'est une saison anormale, donc on peut lui donner. Et je trouvais qu'il avait très bien fait durant le MLS Back, donc non, j'ai espoir. Ouais, mais je pense que il a besoin d'un peu de temps, mais oui, je suis d'accord qu'on attendait un peu plus de ce joueur-là en début de saison. Moi, de mon côté, j'ai choisi, je pense que je vais pas surprendre grand monde, et puis c'est Gaston Jiménez. Gaston Jiménez, c'est le joueur désigné du Fire de Chicago. On sait que le Fire voulait se réinventer. Ils ont réinventé, on en a parlé ici sur Culture Soccer. Ils ont fait un nouveau branding avec de nouvelles marques et ainsi de suite, nouveau logo, ainsi de suite, qui était pour beaucoup et pour la plupart du monde un gros échec. C'est la même chose du côté de son recrutement. Même si Robert Beric, qui jouait avant à Saint-Étienne, est quand même en train de bien faire, mais du côté de Chicago, Gaston Jiménez, c'est une énorme déception. C'est un joueur sur qui beaucoup de choses étaient, beaucoup d'espoir était sur lui pour guider cette équipe vers les sommets de la conférence Est. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Jiménez, en 12 matchs joués, dont 11 titulaires, juste 2 passes décisives pour un joueur à vocation offensive, international argentin. Vous allez me dire, oui, il a juste été sélectionné une fois en Argentine, c'est vrai. N'empêche, il a quand même porté les couleurs de l'Albiceleste. Et moi, quand je vois un joueur porter les couleurs de l'Albiceleste, je m'attends à du gros. Faut pas dire ça trop haut pour les supporters de l'Impact de Montréal, parce que sinon, ils vont commencer à me sortir Bernardello, qui lui aussi avait porté les couleurs de l'Albiceleste et a été un gros flop du côté de Montréal. Bref, Gaston Jiménez, pour moi, c'est la grosse déception. Anthony, on a parlé des joueurs, on aime bien parler des joueurs, mais sauf que c'est sûr que ces joueurs-là, il faut qu'ils soient bien guidés. Donc pour moi, je trouve que c'était important de choisir le meilleur coach jusqu'à maintenant à la mi-saison et le pire coach à la mi-saison. Donc je te laisse aller avec tes 2 choix. Oui, pour moi, le meilleur coach cette saison, il y a une longue liste, il y en a plusieurs qui sont bons, mais moi, je voulais donner une mention là, vraiment à Jim Curtin, qui travaille depuis très longtemps à Philadelphie. C'est le genre d'entraîneur qui aurait pu être mis à la porte à plusieurs reprises. Et finalement, on voit le travail qu'il fait. En ce moment, Philadelphie est en 3e place, donc dans le haut du classement. Une académie qui marche à merveille. Et il y en a eu des temps difficiles. Il y en a eu à Philadelphie là, des saisons misérables. Il est arrivé en 2014 avec Philadelphie et depuis ce temps-là, je pense qu'il y a seulement environ 40% de victoires. Donc, c'est pas beaucoup, mais vraiment, là, il a su s'acclimater à Philadelphie en cette saison. Il récolte le fruit de ses efforts. Et non, vraiment, Jim Curtin, j'adore ce qu'il fait. Il travaille à merveille avec son directeur sportif. Et même dans les temps les plus difficiles de Philadelphie, il était toujours là pour faire une bonne impression en US Open Cup. Il a été 3 fois en finale, malheureusement les 3 fois perdu, mais vraiment, il a toujours bien travaillé. Si c'était pas un MLS, c'était dans les coupes nationales. Donc non, vraiment, chapeau à lui. Et c'est pour cette saison, mais c'est vraiment aussi pour l'ensemble de sa carrière d'entraîneur. C'est quelqu'un qui est né en Pennsylvanie, qui présentement entraîne à Philadelphie, qui est en Pennsylvanie. Donc, c'est un peu l'équipe de sa région. Et non, on voit qu'il prend vraiment part au projet, que c'est vraiment son équipe. Et je pense que ça va faire étrange si un jour il part de Philadelphie, là.
Ouais, effectivement, ça va être étrange. Il faut dire que il faut aussi féliciter les dirigeants de l'Union de Philadelphie parce que Oui. ils ont quand même cru au projet de Jim Curtin. Et c'est pas parce qu'il a eu des mauvaises saisons qu'ils l'ont foutu dehors. Au contraire, ils y ont cru. Ça a pris du temps, mais maintenant il a un groupe et on sent qu'à chaque fois que ce groupe-là, il y a un joueur important qui s'en va, ben il le remplace par un joueur aussi bon et ce joueur-là commence aussi et fait en sorte que l'équipe devient supposément même meilleur que l'année d'avant. On avait vu ça avec Dodgcal quand il était là, il est parti, ben, il a été remplacé avec Montero. Montero a été extrêmement beau. Là, Medoun Janine s'en va, il est remplacé par Martinez. Le milieu de terrain va encore très bien. On voit que ce Jim Curtin a de la suite dans les idées et c'est ça qui est super intéressant. Je suis complètement d'accord avec ton choix. De mon côté, j'ai choisi vraiment, j'ai pas vraiment fait de grosses surprises, mais le meilleur coach pour moi, ben, ce n'est que le coach de la meilleure équipe en MLS maintenant, c'est Caleb Porter. Caleb Porter, pour ceux qui ne le savent pas, c'était l'ancien entraîneur des Timbers de Portland. C'est un entraîneur qui a un système de jeu très, très, très défini, mais qui marche. Ça marche tellement bien que là où il va, ça marche et ça, il faut juste lui donner un peu de temps parce qu'effectivement, Caleb Porter l'année passée, ça a pas très bien marché pour le Columbus Crew. C'était sa première année sous le Crew, mais les dirigeants, Tim Bezbatchenko, le président de Columbus, lui a fait confiance pour une seconde année consécutive. Il est parti ramener des joueurs et de la profondeur de banc, puis maintenant son équipe trône au sommet de la ligue et c'est pas par il y a quand même un petit écart qui s'est fait. Il a 30 points avec Columbus. La deuxième équipe, enfin, il y a 3 équipes en deuxième place à 25 points. Donc, il y a déjà un petit coussin de 5 points. Et du côté de l'Ouest, il y a déjà, entre le premier de l'Ouest et le premier de l'Est, il y a déjà 9 points d'écart. Donc, cette équipe-là est en pleine réussite. Et c'est grâce à cet entraîneur-là qui est Caleb Porter. Donc, un choix que je trouve est allé de soi. Et du côté des déceptions en tant que coach, qui t'a choisi? Il y a aussi beaucoup de choix ici, n'est-ce pas, Anthony? Oui, il y a beaucoup de choix, mais en ce moment, avec la forme actuelle de San José, les Earthquakes, c'est dur de passer à côté d'Almeda. On avait beaucoup d'espoir en sa tactique de man-to-man, qui avait beaucoup de potentiel, je pourrais dire, mais là, on dirait que cette saison, là, le MLS is back a été quand même assez rempli de succès pour San José, mais on dirait depuis la fin du MLS is back, les équipes là, ont su trouver la faille de son système. Je me rappelle d'un match entre Seattle et San José. Jordan Morris se départit de son défenseur et les ailiers vont vers les côtés. Ça crée un trou à Jordan Morris qui inscrit un magnifique but et je pense que ça explique un peu la tactique de San José. On pourrait dire la faiblesse de celle-ci et Almeda semble pas vouloir l'abandonner. Donc en ce moment, pour moi c'est la déception de cette année. Un différentiel de but de moins 21, là, faut quand même le faire. Seulement 2 victoires en 13 matchs. 6 défaites, donc vraiment c'est difficile pour San José cette saison et on se demande s'ils vont être capables de se relever. On se demande si ça va être avec Almeida ou pas, mais non, c'est très difficile pour San José. Que ça fait quelques saisons là qui peinent à être dans le haut du classement et non, je suis un peu déçu pour eux. Et pour moi, ça passe par peut-être un changement de tactique pour Almeida parce qu'en ce moment, le man-to-man, ça marche tout simplement pas. Oui, une grosse déception. J'avais même écrit un article là-dessus sur Culture Soccer. Almeida, comme quoi il était extraordinaire. Il a fait quand même plein de choses. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça va pas très bien pour lui. Du côté de San José. Et puis ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, on lui dise, écoute, tu prends tes claques et tu t'en vas parce que ça marche pas. Après, il a 13 matchs de jouer, 11 points pour San José. C'est la pire équipe de la ligue.
maintenant, aussi simple que ça. Et moi, de mon côté, j'ai choisi l'entraîneur de la deuxième pire équipe de la ligue. C'est Ben Olsen du côté de DC United. Je sais pas combien de fois je dois le dire et pendant combien de podcasts consécutifs je dois le dire, mais qu'est-ce que fait encore cet entraîneur-là en MLS? On a comme l'impression qu'il a des secrets sur les dirigeants de DC United, mais ce n'est pas normal que cet entraîneur-là soit encore en poste. DC United, après avoir trouvé quand même une bonne partie sous Ben Olsen, une bonne saison avec le duo Lucho Aquesta, Wayne Rooney, ça allait très bien. Depuis, ça va en chute libre. Un recrutement qui fait pas de sens, une tactique qui fait pas de sens, des choix qui font vraiment pas de sens. Il faut dire qu'il y a quand même des blessures, mais n'empêche, Ben Olsen, ça marche plus. 11 points lui aussi en 13 matchs du côté de la MLS et égalité de points avec San Jose. C'est quand même grave. Une équipe comme DC United ne doit pas se trouver aussi bas et pour moi Ben Olsen c'est la grosse déception. On aurait pu choisir d'autres coachs comme Raphaël Vicky par exemple du côté du Fire de Chicago ou bien Frank de Boer / Steven Glass du côté d'Atlanta, mais je pense que ces deux coachs-là, Olsen et Almeida, devaient passer avant, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et, comme tu l'as dit, pas mal toutes les équipes dans le bas du classement, on pourrait les citer au poste d'entraîneur, mais non, je trouve que Almeida et Ben Olsen, c'est des bons candidats à ce titre, peu glorieux. C'est les deux pires équipes du classement et non, vraiment, c'est deux entraîneurs qui sont pas nouveaux en MLS aussi, parce c'est sûr qu'on aurait pu citer Diego Alonso avec Miami, mais c'est une équipe d'expansion. C'est un nouvel entraîneur dans la ligue, donc faut quand même être patient. Mais Ben Olsen, ça fait très, très longtemps qu'il est là et Almeida, c'est pas sa première saison. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu moins patient. Ouais, effectivement, on est un peu moins patient avec ces deux équipes-là et ces deux entraîneurs-là. Donc voilà qui va clôturer un peu notre podcast, mon ami Anthony. C'était assez plaisant de discuter avec toi de nouveau de MLS et j'espère que vous avez aimé ce podcast-là et de cette semaine. Puis nous, on va maintenant vous souhaiter une très très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Culture Soccer.